Pour commencer, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas le cabinet Actuelia et aussi laisser Maj se présenter. Alors, donc, moi, c'est Louis Ansem de la Maj, je suis associé au sein du cabinet Actuelia. J'ai rejoint le cabinet en 2015, il y a maintenant 6 ans, et on travaille sur beaucoup de sujets, en lien avec Solvabilité 2 ou pas, le sujet de la qualité de données, un sujet qui revient assez fréquemment avec les différents acteurs qu'on accompagne. Et donc, c'est un sujet sur lequel on a pu avoir un certain nombre de retours d'expérience, et je trouvais que ce webinaire était très approprié. En tout cas, on pouvait essayer de vous apporter un certain nombre de réponses aux questions que vous posez peut-être dans la mise en place du dispositif. Bonjour tout le monde, Mej Deloiseri, je suis consultant senior au sein du cabinet d'Actuelia. J'ai une dizaine d'années d'expérience, dont la moitié en compagnie et la moitié en conseil. J'ai travaillé ces dernières années beaucoup sur les sujets de solvabilité 2, sur les sujets d'actualité, dont le sujet du jour qui nous a pas mal occupé ces derniers temps et où on est ravis de partager avec vous notre expérience. Alors, avant de commencer, peut-être juste un petit point pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le cabinet Actuelia. Donc, c'est un cabinet de conseil en actuariat. Donc, on fait des missions d'expertise, de formation et d'audit sur tous les sujets actuariels. Ça a été créé en 2013 par deux associés fondateurs parmi deux associés fondateurs qui sont David Fitoussi et Franck Boukobza. On est une trentaine de collaborateurs et on travaille sur tous les différents sujets. On a essayé de mettre en place tout au long de la création de ce cabinet trois valeurs, on en met 4 même, ces 3 valeurs sont vraiment importantes pour nous, c'est le pragmatisme, la pédagogie et la proximité. Alors, je vais parler surtout des 2 premières valeurs, le pragmatisme et la pédagogie. La pédagogie, ça se retranscrit par justement ces webinaires. On essaye de partager un certain nombre de retours d'expérience qu'on peut avoir sur nos différentes missions. C'est pour ça qu'on organise un certain nombre de webinaires. Peut-être que d'autres vont participer sur d'autres sujets. On a fait un mois de juillet sur le fast close avec le cabinet Levo. On va en faire un fin du mois sur les indexations tarifaires pour les contrats santé-prévoyance. Donc voilà, cette notion de pédagogie est assez importante pour nous, on essaie de faire ça. Et on va essayer de continuer ce rythme de webinaire sur les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous solliciter pour avoir, si vous souhaitez, des sujets particuliers que vous voulez qu'on aborde sous ce format-là. Ou au contraire, si vous voulez qu'on échange en direct de façon plus simple. Alors, le deuxième élément, et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aussi dans ce dispositif de qualité des données, dans ce webinaire sur la qualité des données, c'est le pragmatisme. On va essayer de répondre de façon pragmatique à ce chantier qui est assez gros et qui est pas facile à mettre en place. Et on va essayer de répondre de façon pragmatique à ce chantier. Parce que finalement, en commençant un peu, le sujet de la qualité de données, il est souvent abordé dans un organisme d'assurance. Moi, ça fait un certain nombre d'années que j'accompagne différents organismes. J'entends toujours parler de la qualité de données, des complications que cela entraîne. On met un peu de tout d'ailleurs dans la qualité de données. C'est bien de redéfinir un petit peu ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. On essaiera de le faire. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui est assez présent. Alors, lorsqu'on est rentré en solvabilité 2, la CPR en a profité pour rappeler, parce que c'était finalement des notions qui étaient quand même déjà existantes sous solvabilité 1, mais solvabilité 2 a permis à la CPR de présenter des attentes, des bonnes pratiques qu'il pouvait y avoir. Il avait déjà fait un certain publication sur ces attentes. On va essayer de les revoir un peu parce que c'est intéressant de se dire finalement quelles étaient les attentes de la CPR et on va essayer de dire mais quelles ont été les réalités du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé 6 ans après? Et ça, la CPR a voulu faire ce travail-là et a fait une autre questionnaire d'auto-évaluation que l'on présentera rapidement pour vous dire, suite à ce première présentation des objectifs dans la mise en place du dispositif, et bien voilà quelles ont été les complications sur le terrain. Et nous, on va essayer, bien modestement, et si ce n'est pas possible, on va essayer de vous présenter notre démarche.
et nos avantages. Alors, j'ai un commentaire qui m'est arrivé qui dit « On ne voit pas le bas des slides. J'espère que ça sera bon pour la suite. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de faire quelque chose. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour la suite. Mais c'est en effet un slide où la dernière phrase est assez basse. Alors, voilà, je vous ai présenté un peu notre idée, c'est de vous rappeler un peu les différents échanges que la CPR a pu faire, de vous démontrer un peu les outils, la description des bonnes pratiques que nous, on a. Et il ne faut pas s'arrêter à la qualité des données. Il y a différents sujets qui sont connexes à la qualité des données et qu'on aurait aimé un peu échanger avec vous. Alors, j'ai passé la parole en tout cas à Maj pour qu'il présente un peu le contexte réglementaire très rapidement pour rappeler les textes réglementaires liés à la qualité des données. Alors, l'objectif principal de la qualité des données, c'est de transmettre une information qui est fiable. De quelle information il s'agit? Il s'agit du best estimate, des exigences de capital réglementaire et des niveaux des fonds propres. Le dispositif qualité des données n'est pas le dispositif au sens primaire du terme, où on pense tout de suite juste à une base de données avec des contrôles sur chacune des données, mais il englobe plusieurs outils comme la politique, la cartographie des flux, les dictionnaires et même encore le contrôle interne. Le champ d'application peut être en deux catégories. Le premier concerne les données liées aux provisions techniques qui vont être régies par des articles bien spécifiques avec des exigences plus accrues. Le deuxième concerne les autres informations financières qui, là, eux, rentrent dans un dispositif plus global de contrôle interne. Et c'est là qu'on voit que le contrôle interne est une partie également intégrante de ce dispositif qualité de données. Pour ce qui est des provisions techniques, elles sont régies par 3 articles, particulièrement le 19, le 20 et le 21, que je vais vous présenter assez brièvement. Et l'objectif de ces 3 articles, c'est vraiment de s'assurer de la fiabilité des résultats. L'article 19 permet de savoir en fait quelles caractéristiques sont attendues en termes de qualité des données. Donc, on parle souvent de 3 caractéristiques qui sont l'exhaustivité, l'exactitude et la transparence. L'exhaustivité revient à avoir un historique suffisamment long pour quantifier et qualifier le risque. L'exactitude, c'est de ne pas avoir d'anomalies majeures dans les données qu'on utilise et qu'elles soient cohérentes. La transparence, c'est la documentation de la donnée. On vérifie que les définitions soient bien précises, que les données soient alimentées à une bonne fréquence. Et ensuite, nous avons l'article 20. L'article 20 traite des limites des données. Quand ces caractéristiques-là ne sont pas respectées, on arrive à une limite et donc il faut prévoir un plan de remédiation. Justement, cet article 20 précise que le plan de remédiation, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il rentre dans un système de gouvernance et qu'il soit bien défini. Ensuite, l'article 21 va venir en enchaînement de ces 2 premiers articles et au cas où on a une donnée qui n'est pas disponible, on va utiliser des approximations. On utilise souvent des proxys lorsqu'on n'a pas des données, par exemple, lorsque un âge n'est pas disponible pour une ligne en particulier, on va utiliser un âge moyen. La manière avec laquelle on va définir cette moyenne, il faut la spécifier, la documenter, et c'est là où rentre cette exigence. Lorsqu'il y a un risque, bien sûr, réglementaire à ne pas respecter ces exigences-là, et ce risque-là peut entraîner une demande du superviseur de rajouter un capital supplémentaire, une exigence de capital supplémentaire. Alors, rassurez-vous, on en voit très peu, on n'a pas vu pour l'instant, mais l'intérêt quand même d'avoir une qualité de données et de bien respecter ces règlements, c'est-à-dire que la CPR, si elle arrive et qu'elle voit qu'il y a une donnée qui n'a pas été justifiée de la bonne manière, elle peut approximer à sa façon, mais de manière très prudente, et cela peut pénaliser en termes d'exigence de capital.
Ensuite, la deuxième segmentation, comme on vous ai présenté les champs d'application, il y avait la partie provision technique et la partie des autres informations financières qui, là, elles, rentrent dans le dispositif de contrôle interne. Alors, le contrôle interne va s'intégrer pour s'assurer que les processus de contrôle au quotidien fonctionnent bien, que la conformité légale et réglementaire est respectée, que l'information elle est bien disponible, elle est fiable et que le processus il est efficace et opérationnel. Je repasse la parole à l'UNSEM qui va vous parler des préconisations de la CPR en 2016. Alors, ces réglementations que vous avez présentées, Maj, elles ont été dès 2000, même 2009, on commençait à avoir les premiers exemples d'exigences de qualité des données. En 2015, elles ont été publiées dans les règlements délégués. Alors, ça, c'est quelque chose qui, je pense, maintenant est maîtrisé par le marché. En 2016, ils avaient eu besoin de mettre un peu de pédagogie, donc ils avaient rappelé un peu les critères de qualité des données. Donc, on les rappelle en disant qu'il fallait que les données soient exhaustives, soient exactes, soient pertinentes. Maj a pu le dire dans sa courte présentation des textes réglementaires. Ce n'est pas finalement ce qui sera retenu aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'avais commencé le sujet de qualité des données, c'était en 2015, et on faisait un référentiel des contrôles. Et dans ce référentiel des contrôles, on disait oui, ce contrôle-là, il répond aux critères d'exhaustivité, d'exactitude, de pertinence. Et on se prenait un peu la tête à essayer justement de catégoriser chacun des contrôles pour pouvoir le définir comme un critère contrôlant l'exhaustivité de la donnée ou l'exactitude. Alors, c'était un peu difficile, c'était même un peu dur. Et donc, du coup, on va peut-être pas retenir ces niveaux d'exhaustivité. En revanche, on va essayer de dire que par ce dispositif, on répond à ces trois critères. En tout cas, c'est ce que nous, on peut vous proposer, enfin, ce qu'on propose et ce qu'on voit de plus en plus sur le marché. Alors, en 2016, il y avait un autre élément qui était donné, c'était un certain nombre de faiblesses qui étaient constatées en disant que la qualité de données était mal prise en compte à l'époque. Ce n'est pas totalement si obsolète que ça. Alors, il donnait des exemples. On disait qu'il y avait une insuffisance de sensibilisation du conseil d'administration. Il y avait un dispositif de gestion de la qualité des données du périmètre qui était souvent incomplet. Il y avait certains périmètres qui étaient mis de côté, qui avaient un défaut d'urbanisation, donc un défaut d'automatisation qui était fait sur certains process et qui, du coup, faisait des retraitements manuels qui étaient source de problèmes. Il y avait un certain nombre d'informations qui arrivaient sur des préconisations, sur vraiment des éléments qui se caractérisaient par un dictionnaire des données, par un dispositif de contrôle, par une urbanisation de l'architecture ASI et par un process de pilotage et de validation de la qualité des données, tout ça autour d'une gouvernance. Donc, c'est ça qu'il fallait essayer de mettre en place. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'ont travaillé les différents organismes ces 6 dernières années sur la qualité de données, avec ces éléments-là. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous parler, c'est bien expliquer que le sujet de la qualité de données, je vous l'ai dit, est assez transverse, il est assez global. Et en 2016, en 2015, lorsque la CPR parlait de la qualité de données, elle intégrait la cyberattaque. Elle intégrait les problématiques de cyberextorsion, d'atteinte à l'intégralité de la donnée de façon néfaste par une cyberattaque. Et donc, elle mettait en place dans le processus de qualité de données une sécurisation de la donnée qui doit être indispensable. Aujourd'hui, et j'en parle, c'est pour ça que ça me paraît important, c'est qu'ils ont différencié ces deux chantiers. Ils ont créé un chantier à part entière, ils ont fait une documentation à part entière sur les cyberattaques. Mais on voit bien que même dans la définition du périmètre de la qualité des données, c'est assez transverse et c'est parfois difficile de dire mais est-ce que là c'est de la qualité des données, est-ce que là c'est de la sécurisation de la donnée, où est-ce qu'on en est que là c'est du calcul tout simplement. Et toutes ces questions-là sont des questions souvent qu'on se pose lorsqu'on met en place un dispositif de qualité des données. Alors, du coup, je vais vous présenter les retours de la CPR quelques années plus tard. Une fois que 3 ans après l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, la CPR a désiré réaliser une enquête pour évaluer la maturité de la qualité de données et la sécurité du système d'information
sur le marché de l'assurance en France. Il y a près de 193 organismes qui ont répondu, ce qui représente 84% du chiffre d'affaires. Et on va vous présenter les principaux constats et recommandations. Alors, la première concerne le périmètre, où elle a remarqué qu'il n'y avait pas, de manière exhaustive chez tous les acteurs, une distinction ou une priorisation. Alors, comme on vous a présenté au début, il y a deux champs d'application et il y a le premier qui concerne les provisions techniques qui, normalement, réglementairement, devaient être plus contraints. Et il y a ensuite les autres données financières qui concernent là un dispositif de contrôle interne. Le deuxième constat concerne la politique écrite. Alors là, il y a eu un très grand effort du marché où il y a eu plus de 70% des organismes qui ont adopté une politique. Cependant, cette politique et de ce qu'elle décrit du dispositif qualité de données n'est pas systématiquement ni intégralement mise en œuvre. Ensuite, la troisième recommandation, c'était concerner la fiabilisation des données et notamment deux outils qui sont le répertoire de données ou le dictionnaire des données qu'on verra plus en détail dans la suite de la présentation et la cartographie des flux. En effet, ils ont remarqué qu'il y avait un manque de pertinence et de praticité, mais également que la criticité au niveau des données n'était pas clairement indiquée. Alors, pour la cartographie des flux, l'un des points manquants, c'était le lien avec le dispositif de contrôle. En effet, il est important d'intégrer dans la cartographie des flux les contrôles et les endroits où ils sont opérés. Ensuite, dans le cycle de vie de la donnée, il convient dans une cartographie des flux dans le périmètre de qualité de données de bien définir et de distinguer les différentes étapes qui vont du contrôle-traitement jusqu'à l'utilisation finale. Ensuite, pour le dictionnaire des données, pour en revenir à deux points principaux, donc lorsqu'on parlait de criticité, c'était le niveau d'importance de données. En effet, lorsqu'on va définir la donnée, il convient de la classer et il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres. Et bien justement, en fait, ces données-là pourront passer prioritairement au niveau de certains contrôles. Le data linéage doit être présent également dans le dictionnaire des données. Et là, on fait le lien également avec la cartographie. Et c'est ce qui va nous permettre de savoir une donnée, d'où est-ce qu'elle provient et pourquoi elle est utilisée, et à quoi elle va servir. Ensuite, le quatrième constat et recommandation que nous avons retenu concerne le lien entre la gouvernance de la qualité de données, donc le dispositif de pilotage et le dispositif de contrôle. Là encore, la CPR elle a noté une grande avancée du marché par rapport à l'effort qui a été mis pour déployer plusieurs contrôles à toutes les étapes de la cartographie des flux. Cependant, il manquait une qualification en fait, du résultat de ces contrôles qu'on retrouve au niveau du seuil d'acceptabilité. Le fait de définir un seuil d'acceptabilité permet de situer le risque et savoir est-ce qu'on considère à quel moment on considère qu'un risque il est mineur, moyen ou majeur. Et c'est justement là que ça permettait de faire le lien avec le dispositif de pilotage. Et donc d'avoir des tableaux de bord plus pertinents qui permettent de mettre en place des actions de correction. La cinquième recommandation concerne les données externes. En effet, dans les données externes, il n'y a pas le même effort, il n'y a pas la même énergie qui est mise pour les contrôler, pour qu'ils s'intègrent pleinement dans le dispositif de qualité des données. Et ça, c'est une recommandation assez claire de la CPR. Ça, c'est aussi dû voir le niveau des données externes. En effet, dans les provisions techniques, ils ont recensé qu'il y avait un peu moins de 8% des données qui provenaient de données externes qui étaient utilisées pour les provisions techniques. Alors, pour conclure cette partie, avant de conclure, je vais peut-être répondre aux deux questions qui ont été posées sur le chat et je vous en remercie. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est, en quoi consiste la limite des données? Et donc, alors, c'est une très bonne question. La limite des données, ça existe, c'est-à-dire, on le sait, lorsqu'on modélise un risque, qu'on pourrait mieux modéliser ce risque. Alors, quand je parle de risque, c'est de provision technique.
lorsqu'on modélise, lorsqu'on calcule une provision technique, on le sait, on pourrait avoir des données qui sont plus fines et qui nous permettraient de mieux calculer la provision technique. L'exemple le plus simple, c'est lorsque l'on est sur des données qui agrègent plusieurs produits et les caractéristiques des différents produits ne sont pas les mêmes, mais que l'on n'a pas l'information pour pouvoir ventiler de façon précise l'information. Et donc, du coup, on agrège cette information-là. Et donc, du coup, on a une limite sur la donnée. Et ça, c'est une approximation. Ça doit être expliqué, ça doit être raconté. La deuxième chose deuxième question qui a été posée, c'est le data linéage. Alors, data linéage, c'est assez simple, c'est un mot anglais, mais on aurait pu prendre le mot français. C'est le cycle de vie de la donnée. Au moment où elle est presque saisie, jusqu'au moment où elle rentre dans le système d'information, le moment où elle est collectée par l'actuaire, le moment où elle est transformée par l'actuaire, et jusqu'au moment où elle est restituée à l'autorité de contrôle. C'est le cycle de vie, le chemin de données tout au long d'un organisme. Alors, la deuxième question que vous posez est aussi intéressante, c'est comment objectiver les seuils de contrôle de qualité de données. Si ça vous va, alors ça c'est une très bonne question aussi, si ça vous va, ça pour le coup, on rentre vraiment dans le détail sur ces critères. Ça fait partie des éléments un peu importants que nous, on met en avant et je vous propose d'y répondre un peu plus tard. Alors, pour synthétiser un peu ce qui a été dit dans cette première partie, il y a 2-3 éléments que j'aimerais mettre en avant. Le premier élément, c'est que la cyberattaque a été exclue du dispositif de qualité des données. C'est un chantier à part entière. Ça, c'est important de le mettre en avant. Un élément aussi qui a été bien expliqué par la CPR, c'est qu'ils préconisent, ils incitent, incite, c'est le bon mot, de mettre l'accent sur l'industrialisation, sur l'automatisation des contrôles. Donc, d'investir sur des systèmes d'information robustes. Troisième chose, ils ont mis un accent assez fort, qu'ils n'avaient pas autant mis lors des dernières communications, sur les données externes. Alors, c'est quoi les données externes? C'est les données des gestionnaires. En gros, on n'a pas la même maille, on n'a pas la même finesse de données lorsque les données viennent de l'extérieur, viennent d'un gestionnaire, viennent d'un prestataire externe. Et ça pose des problématiques puisque on arrive sur des limites de la donnée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on est resté sur des grands principes. Mais concrètement, comment on fait pour pouvoir mettre en place dans chacun de vos organismes la qualité des données? Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter. Alors, pour pouvoir faire ça, il faut faire un certain nombre de chantiers. Alors, on a défini le process, la mise en place de ce processus par des chantiers. Le premier chantier, c'est la qualité, la politique écrite. Deuxième chantier, une cartographie des flux. Troisième, dictionnaire des données. Quatrième, référentiel des contrôles. Et le cinquième, le tableau de bord. Alors, moi, je vais vous présenter la politique écrite qui est l'élément moteur du dispositif d'explication du process de qualité de données. Et finalement, pour ceux qui ont essayé d'écrire cette politique écrite, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Et c'est pour ça que c'est une des politiques écrites qui est le moins souvent disponible au sein des organismes. Le chiffre qui a été donné très rapidement par Maj tout à l'heure, c'est 70% des organismes disent avoir une politique écrite. Moi, je trouve que c'est impressionnant de dire qu'il y a 30% des organismes qui assument de ne pas avoir de politique écrite de qualité des données. Ce qui veut dire que si on prend d'autres sujets, eh bien, on est sur 5%, 1%, 2%. La CPR a pu communiquer là-dessus en disant que les politiques écrites commençaient à être bien rédigées au sein des organismes. Donc, on a vraiment ce sujet-là qui crispe un peu parce qu'on a du mal à statuer sur un certain nombre de sujets et on va vous aider à statuer. Alors, pour écrire cette politique écrite, il faut définir évidemment les principes directeurs de la politique, l'organisation, la gouvernance de la qualité des données, le périmètre des données, le processus d'évaluation de la qualité des données, la procédure de remédiation et les données relatives aux données externes. Alors, le principe directeur de la directive, je ne reviens pas dessus, c'est une politique écrite normale, elle doit être validée par le conseil d'administration, mise à jour tous les ans, sauf évolution majeure. Elle contient évidemment le dispositif de qualité de données, mais elle a cette problématique d'être très transverse et donc du coup d'être difficile à rédiger, comme je viens de vous le dire. Alors,
La première chose qu'il faut regarder quand on écrit cette politique écrite, c'est l'organisation et la gouvernance de la qualité des données. Alors, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est ce qui fonctionne. La première chose qui fonctionne, et ce que l'on voit et qu'on préconise, c'est de faire une comitologie spécifique à la qualité des données. Une réunion spécifique où l'on va discuter de la qualité des données. Où on va discuter. Alors, quand est-ce qu'on en discute? Pas tout au long de l'année, principalement juste après les arrêtés comptables. On fait une espèce de réunion post-mortem à la fin de chaque arrêté comptable et on se pose la question de se dire, est-ce que j'ai eu les données à temps? Est-ce que j'ai eu des échanges avec tel autre service pour pouvoir avoir les données? Est-ce que j'ai dû retraiter la donnée? Est-ce que j'ai dû échanger? Et donc, du coup, on pose toutes les questions. Il n'y a pas de gros mots à parler de problématiques de qualité des données. Il faut que ça devienne un réflexe, que ça devienne des échanges récurrents via cette comitologie qui doit se faire, selon nous, après les différents processus de clôture. Et alors ça, c'est un minimum, évidemment. Alors, la deuxième question, c'est qui pilote ces réunions, qui pilote ces comités, qui pilote la qualité des données. Alors, il y a deux propositions qu'on peut vous faire, qu'on voit sur le marché. C'est soit un profil actuaire, soit un autre. Alors, évidemment, ça va dépendre de la taille de la structure. En fonction des différentes structures, on ne peut pas avoir un responsable DSI ou un responsable MOA. Et donc, du coup, ça peut poser certaines difficultés. Et donc, du coup, ça va dépendre évidemment de chacune des structures. Mais avec les différents échanges qu'on peut avoir, on peut avoir deux types de profils qui pilotent la qualité des données. Et je pense que c'est important que ce différentiel soit fait pour bien comprendre les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de profils. Si vous avez un profil qui serait plus actuaire, vous allez avoir une documentation qui va être plus précise parce qu'il va connaître la donnée, il va savoir comment l'utiliser. En revanche, en général, eh bien, la documentation, elle ne va pas être très assidue, pas mise à jour, parce qu'il va manquer de temps. Parce qu'il va trouver que c'est un sujet presque annexe et qu'il est capable par lui-même de corriger la donnée. Et donc, du coup, on va avoir une correction de la donnée qui va se faire à son niveau et qui va manquer de transversalité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est le terme qui vient à l'esprit. Et donc, du coup, ça ne peut pas être assez transverse sur tout le chemin de la donnée dont on parlait tout à l'heure. Avoir quelqu'un qui serait plus transverse, c'est un vrai avantage, puisque au contraire, on peut savoir où est l'anomalie et identifier le fournisseur, qui parfois est le système d'information, et va gérer en fait toute cette qualité de données comme un projet, en documentant les évolutions, en documentant les éléments, et c'est ce qui va nous permettre de faire améliorer la qualité des données. En revanche, la DSI, la MOA n'est pas du métier. Et donc, du coup, parfois, il peut y avoir un manque de compétences sur ce qui est vraiment réalisé, ce qui est vraiment utilisé pour la donnée, qui peut être fait. Alors, la deuxième chose, c'est le doublon avec la fonction actuarielle. Alors, la FA, c'est la fonction actuarielle. Alors, doublon, c'est de dire, attention, il faut qu'il y ait un échange, et ça, c'est ce qu'on a pu voir, entre les travaux de la DSI et les travaux de la fonction actuarielle dans le cadre de son rapport, puisqu'il ne faut pas oublier que le rapport de la fonction actuarielle doit mettre un accent sur le dispositif de qualité de données, et donc doit évaluer le dispositif de qualité de données. Et donc, du coup, il doit y avoir des éléments d'échange entre une personne qui ne serait du coup pas la fonction actuarielle et cette fonction actuarielle. Un profil data scientist peut-il piloter la qualité des données? Alors, oui, tout profil peut évidemment piloter la qualité des données. Évidemment, il n'y a pas de sujet. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être, en dehors du profil, nous on vous a présenté ça, c'est son positionnement. Si c'est un data scientist, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir une transversalité et une connaissance sur tous les plans de remédiation qui peuvent être mis en place et une appétence pour l'industrialisation et l'automatisation des plans de remédiation, parce que c'est ce qu'on mettra en avant sur la fin, c'est-à-dire que les plans de remédiation doivent être des plans de remédiation impliquant le système d'information. Alors,
voilà, je vous ai déjà un peu présenté ça, mais donc notre avis, c'est ce que on vous dit, hein, c'est la fonction actuarielle, ça permet d'être plus précis, car l'utilisateur de la donnée, la MOA, en revanche, ça permet d'être plus transverse. Et c'est pas parce que la MOA sera pilote ou la MOA ou quelqu'un de plus transverse, on a mis la MOA, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, que la fonction actuarielle ou que l'actuariat ne doit pas être contributeur du processus. Alors, autre élément lié à la gouvernance, c'est le propriétaire des données. Là, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de primordial qu'il faut bien avoir en tête et que l'on définit dès la politique écrite. C'est qui est propriétaire de la donnée. Souvent, le propriétaire de la donnée, c'est l'utilisateur de la donnée. J'utilise une donnée, donc j'en suis propriétaire, puisque c'est moi qui l'utilise. Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense que ça génère des problématiques parce que du coup, l'utilisateur, puisqu'il est propriétaire, il va se dire, je peux en faire ce que je veux, je vais la corriger pour qu'elle soit juste. Or, dans un bon process, il pense que c'est plus, on pense, c'est notre avis, que c'est doit être le fournisseur de la donnée qui doit être responsable. Et si j'observe une anomalie, lorsque je vais utiliser la donnée, il faut que ce soit le propriétaire, donc le fournisseur, qui corrige la donnée. Pour qu'il y ait cette notion d'échange, cette notion de remise en cause des données que l'on reçoit. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément primordial de dispositif à mettre dans la qualité de données. Donc, on est bien d'accord sur le cycle. Lorsqu'on reçoit une donnée et qu'on voit des anomalies, on remonte l'anomalie au fournisseur pour qu'il corrige par lui-même la donnée, s'il y a besoin, s'il n'est pas capable, et qu'à la fin, on utilise la donnée sans retraitement dans nos calculs. Et s'il y a plusieurs fournisseurs, eh bien, là où il y a eu l'anomalie, on remonte l'anomalie au fournisseur. Une même donnée, et on verra dans le dictionnaire des données, il faut différencier les données arrivant de plusieurs fournisseurs. Alors, pardon, je réponds en même temps aux questions, donc ça peut être, ça peut perturber mon discours, je m'en excuse. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs propriétaires? Je vous expliquerai ça lors du dictionnaire des données, si ça vous va. Alors, deuxième chose, enfin, autre chose qu'il faut faire attention, c'est le périmètre de données. Alors, le périmètre, on l'a vu, les réglementaires, les provisions techniques, mais d'un côté, il faut prendre l'ensemble des données pour lesquelles on a une information financière et donc, du coup, qu'il y ait un contrôle interne suffisant et le dispositif englobe bien l'ensemble des données qui sont liées à l'information financière. Mais ce que l'on oublie souvent, et ça, c'est primordial, et là, c'est pas un peu dit aussi dans ces documentations, c'est la priorisation des données. Quelles données on priorise? Et là, on peut prioriser les données liées aux provisions techniques, par exemple, parce qu'ils ont une exigence plus importante. Et donc, un dispositif peut être différent sur les provisions techniques et le SCR, en tout cas dans un premier temps, puisque vous avez priorisé les données liées aux provisions techniques. Il y a une autre chose, priorisation. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque j'ai une table d'expérience, une table de mortalité d'expérience, j'ai des données qui m'ont permis de construire cette table d'expérience. Et j'ai ma table d'expérience. C'est deux données différentes, c'est deux types de données différentes. Des données qui me servent à faire le calcul d'une table d'expérience. Mais on pense, et je pense que c'est comme ça que c'est assez efficace, c'est que la donnée sous-jacente à la construction de la table est moins prioritaire que la table en elle-même, puisque l'impact sur les provisions techniques sera plus important si on se trompe de table de mortalité, par exemple. Alors, par la suite, voilà. Tout à l'heure, vous me posiez la question sur les critères d'évaluation. Alors, bon, les critères, on les connaît, c'est toujours difficile à définir, ça je vous l'ai déjà dit. Mais je vais vous donner des exemples qu'on n'a pas l'habitude de prendre, mais qui nous ont permis, qu'on trouve assez efficaces et assez intéressants à mettre en place. C'est par exemple le nombre d'itérations de calcul. Combien de fois j'ai dû relancer la machine pour pouvoir faire mon calcul de provision technique? Parce que j'avais des résultats qui étaient incohérents et qui du coup me faisaient penser que la donnée sous-jacente était mauvaise. Ben ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est des problématiques de qualité de données. Et ça, il faut regarder le nombre d'itérations où on relance les éléments. Alors, il peut y avoir des calculs qui sont faits aussi parce qu'on essaie de piloter, parce qu'on essaie de se rendre compte, mais ça veut dire que la donnée n'était pas suffisamment fine dans un premier temps. Donc, c'est vraiment un critère qui nous paraît
important. Le deuxième élément, c'est le nombre d'échanges de données au sein d'une entité, c'est-à-dire combien de fois je vais demander des allers-retours avec tel service parce que ces données me semblent être pas exactement correctes. C'est ce que je vous ai dit sur l'élément de propriétaire de la donnée. Et on va compter, regarder ce nombre d'itérations, et lorsque l'on fera la réunion post-clôture, la réunion post-mortem, eh bien, on va se dire « Ah, il y a eu énormément d'échanges, c'est donc qu'il y a un problème de qualité de données au niveau de ces échanges de flux. » Tableau de bord pour comptabiliser les itérations des contrôles non vérifiés, ça c'est important, parce que là, encore une fois, c'est aussi un problème de qualité. Ne pas avoir le temps de faire les contrôles, c'est un problème de qualité. Le test de sensibilité, évidemment, ce n'est pas la même chose, ces éléments-là. Le dernier point, j'aimerais vraiment qu'on leur dise, c'est l'avis des experts, ou à dire d'experts. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la qualité des données, beaucoup échangé, et on m'a souvent dit, non, je n'utilise pas cette base de données parce que je sais qu'elle est fausse. Mais quel élément de critère de qualité de données vous dit qu'elle est fausse? Aucun, c'est mon expérience. Je sais qu'elle est fausse, donc je n'utilise pas. Ça se remonte. Il faut qu'il y ait un champ à dire d'expert en disant pourquoi vous n'utilisez pas telle donnée. Et que le pilote soit gage justement de priorisation de là où on va dire OK, on va faire quelque chose pour cette source de données parce qu'elle n'est pas utilisée, parce qu'elle n'est pas suffisamment fiable. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a donc des anomalies. Il faut mettre des plans de remédiation. Alors, une des choses que je peux vraiment vous dire, c'est le lien avec le conseil d'administration. Ça nous paraît extrêmement important. Surtout, il faut savoir qui est le sponsor de la donnée, qui est le sponsor de la remédiation. Ça, c'est vraiment important, puisque c'est lui qui va définir le plan de remédiation, c'est lui qui va financer le plan de remédiation. Et ça, souvent, c'est compliqué. Souvent, il y a des priorisations qui sont faites. Et le propriétaire, comme il n'utilise pas la donnée, va être pas obligatoirement moteur dans la remédiation. C'est là où il faut quelqu'un de suffisamment transverse, et c'est pour ça qu'on donne le lien avec le conseil d'administration pour justement prendre en compte ces éléments-là. Alors, quelle différence entre le sponsor et le propriétaire? C'est une très bonne question. Le sponsor, c'est lui qui va financer, qui va définir et qui va accepter, valider la remédiation. Le propriétaire va être celui pour lequel il est garant de la qualité des données et qui va exprimer un besoin de remédiation. J'espère que vous avez répondu à vos questions. Alors, autre point important, c'est les données externes. Alors, les données externes, il n'y a pas de débat. La CPR, alors, il y a une bonne question, j'y reviendrai un petit peu après. Il y a les données externes. Les données externes, c'est globalement exactement la même critères, les mêmes sujets que pour ce qui est des données qui sont en interne. Mais souvent, on n'y arrive pas. Alors, comment on y réfléchit? Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de baguette magique. Ce que je sais, c'est que lorsqu'un protocole est signé dès le départ du partenariat, eh bien, les échanges sont plus fluides. Et donc, du coup, c'est là-dessus qu'il faut essayer de voir, c'est la mise en place de protocoles dès le départ du partenariat sur les exigences en termes de qualité de données. Aujourd'hui, on a le recul nécessaire des données dont on a vraiment besoin. Eh bien, ça doit être mis en place dès le protocole qui est signé. Et lorsqu'on re-signe les différents mandats de gestion, eh bien, c'est peut-être le moment de mettre en place un protocole lié à la qualité des données. Alors, moi, je vais vous parler de la cartographie des flux. Donc, une fois qu'on a fini de définir la politique écrite, et d'ailleurs, en fait, la cartographie des flux est intégrée dans la politique écrite. Et à chaque étape, justement, de ce dispositif de qualité de données, on revient, en fait, toujours en enrichissant de mieux en mieux cette politique. La cartographie des flux décrit le cycle de vie de la donnée, et c'est là où on est censé voir les différentes étapes qui vont de la collecte au traitement jusqu'à l'utilisation finale. On devrait voir à minima dans ce schéma l'origine de la donnée,
jusqu'au calcul final en fait, des provisions techniques. C'est un outil qui est très observé en fait, par le superviseur, par la CPR, car ça lui permet de savoir où sont intégrés les contrôles. Et c'est là qu'on fait le lien avec le dictionnaire de données et le référentiel de contrôle. Une cartographie des flux, de manière assez simple, pour la définir, on essaye toujours d'aller du calcul final, c'est-à-dire en fait, du produit des provisions techniques en remontant. Par exemple, pour des provisions techniques, on va avoir le best estimé tout à la fin. Quelles données on a eu besoin pour calculer ce best estimé? On a utilisé le triangle de règlement. Un triangle de règlement, comment on a fait pour l'obtenir? Les règlements, d'où est-ce que ça provient? Des bases de données comptables. Et c'est ainsi qu'on va avoir un schéma beaucoup plus global qui va nous permettre de mettre dans des cases les gestionnaires de sinistres, les souscripteurs, comment ils alimentent les provisions, dans quel logiciel de calcul ça va, jusqu'au final, les QRT où sont consignées ces provisions techniques. Alors, ce qu'on remarque, c'est et ce qui apporte beaucoup en fait, pour cette cartographie des flux qui lui permet d'être pertinente, c'est de toujours bien distinguer l'origine des données avant qu'elles soient agrégées. Pour le dictionnaire des données, c'est pareil. Donc, le dictionnaire des données, c'est ce qui va nous permettre de documenter au mieux ces données-là pour pouvoir justement savoir où est-ce qu'elle se situe dans la cartographie des flux, d'où est-ce qu'elle provient, comment est-ce qu'elle a été transformée, qui est le propriétaire de cette donnée et quels contrôles sont opérés. Et donc, dans ce dictionnaire de données, on va avoir également des données externes qui viennent compléter les données qu'on utilise, les données internes qui sont utilisées. Alors, un exemple d'un dictionnaire de données, c'est celui-là, on va avoir une prime, on va bien définir, on met la priorité. Donc là, c'est par rapport à la criticité de la donnée dont on parlait tout à l'heure, on disait qu'il y a des données qui seront plus sensibles que d'autres et qu'on va venir les prioriser, comme l'exemple qu'a donné l'UNCM sur les tables d'expérience et les données qui servent justement à calculer ces tables d'expérience. Et donc, on va venir mettre une priorité haute pour justement appliquer des contrôles qui vont permettre de sécuriser cette donnée. Le flux, d'où est-ce qu'elle provient, le propriétaire de la donnée, figure bien ici, la fréquence, est-ce qu'elle a été transformée ou pas, et son utilisation finale. Le référentiel de contrôle va venir lister l'ensemble des contrôles qui vont permettre de sécuriser la donnée. Donc, on a les critères de contrôle, c'est les mêmes qui ont été cités en amont de la présentation. Donc, je ne vais pas revenir sur l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence, mais par exemple, il faut qu'un contrôle soit intelligible, il faut qu'il puisse être compris de tous les acteurs. Plus un contrôle est facile à comprendre, mieux il est partagé, plus il est facile à appliquer. Ensuite, les contrôles, il faut qu'ils soient souvent actualisés. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas avoir des contrôles obsolètes. Et un autre point, c'est que on a de plus en plus de contrôles parce qu'on a de plus en plus de données et l'ACPR a préconisé dès le départ, elle l'a senti en fait en 2016, d'automatiser ces contrôles. Parce qu'en effet, plus on automatise ces contrôles, plus on va avoir une chance d'avoir une plus grande sécurisation de ces données. Et donc, on différencie bien les contrôles manuels et les contrôles automatiques. Donc, un exemple de référentiel de contrôle, c'est un listing des différents contrôles que nous avons. On va libeller le contrôle, on va définir quel est ce contrôle, on va dire la périodicité à laquelle il est appliqué et qu'est-ce qu'on utilise pour ce contrôle et la priorité du test et ensuite à quels critères il permet de répondre. Donc là, c'est le premier contrôle, c'est un critère qui permet de vérifier en même temps l'exactitude et la pertinence de la donnée. Donc, pour automatiser ces contrôles, il y a plusieurs outils qui permettent de contrôler les données, que ce soit en fait de l'Excel qu'on utilise tous les jours, mais également des bases Access ou encore SAS. Donc, ce qu'on a remarqué et ce qui permet d'avoir beaucoup de valeur ajoutée justement dans ce référentiel de contrôle, c'est cette priorisation des données où les données ont déjà été ciblées avant, on sait quelles données sont sensibles et donc de mettre suffisamment de contrôle pour sécuriser.
pour la partie pour la partie automatisation et industrialisation du contrôle, la collaboration entre la métier et le DSI est un énorme atout et qui permet d'automatiser et d'industrialiser de manière plus facile. Enfin, une fois qu'on a appliqué ces contrôles, l'objectif, c'est de formaliser les résultats pour ensuite les injecter dans un tableau de bord. Effectivement, ces contrôles ont un but. Le but, c'est d'évaluer la qualité des données. Donc, les tableaux de bord doivent pouvoir refléter de manière synthétique au comité de qualité de données, à la gouvernance, le niveau de qualité de données. Et pour ça, les tableaux de bord, ils vont devoir être très compréhensibles par tout le monde, partagés et intégrer également les plans de remédiation. Le comité de qualité de données, avec une lecture simple, doit pouvoir évaluer, connaître le niveau de qualité de données de sa structure et de savoir où est-ce que sont les plans de remédiation pour qu'il puisse aider et ramener des actions correctives. Donc, les atouts d'un bon tableau de bord, c'est de ne pas trop le surcharger avec les détails, qu'il renseigne bien le niveau de qualité de données pour chacun des périmètres qui sont concernés, et également de prendre des facilités justement au comité de qualité de données pour qu'il puisse prendre des décisions stratégiques. Alors, je vais reprendre la parole. Avant de recommencer un peu par la suite, je vais me permettre de répondre, d'essayer de répondre à certaines questions qui nous ont été posées. Donc, il y a une question, c'est qui porte la politique qualité de données, qui doit la rédiger, qui est responsable? Pour nous, c'est le pilote de la qualité des données. Donc, c'est tout le débat que je vous ai donné tout à l'heure en disant quel profil on prend avec les avantages et inconvénients de chacun des profils. Mais pour nous, le pilote doit être le rédacteur de la politique écrite en partenariat évidemment avec le conseil d'administration. Peut-on élargir la politique qualité des données aux autres domaines que les provisions et les données financières? Alors, évidemment. Évidemment, là encore une fois, nous, on pense que la qualité des données s'applique à l'ensemble des données qui gèrent, qui permettent la gestion des risques. Donc, évidemment qu'on peut élargir en fait ce domaine. Là encore une fois, nous, ce que l'on dit, c'est évidemment que la qualité des données, c'est l'ensemble des données. Mais il faut prioriser les domaines. On va prioriser différemment la donnée liée aux provisions techniques que la donnée liée à une information qui ne sera qu'interne et qui ne sera pas une information financière à destination du public ou à destination des régulateurs. C'est ça, la réponse que je peux vous apporter, c'est évidemment, la politique qualité de données peut être beaucoup plus transverse en termes de données, mais il doit y avoir une priorisation. Alors, j'ai deux autres questions que je voulais voir. Alors, une question sur comment on fait pour faire quand on est débutant, mais ça, je répondrai juste après. C'était, quelle est la granularité du lignage de la donnée? Là, encore une fois, nous, on pense que il faut être précis, puisque chaque flux, chaque échange de données est une forme d'élément qui doit être retranscrit dans le data lignage, donc dans le dictionnaire des données. Si vous avez vu le dictionnaire des données, il y avait la prime venant du courtier A, la prime venant du courtier B, la prime venant du courtier C, et il y a la prime qui agrège ces trois sources de données. Donc, plus l'on va être en capacité de faire le lien entre les flux qui viennent et la réalité des données que l'on utilise, plus on sera pertinent dans ce data lignage, dans ce dispositif de qualité de données. Alors, la question est pertinente. Moi, j'adore cette question parce qu'elle fait vraiment un lien avec la suite. C'est quand on est débutant, comment on fait? Eh bien, on fait pas à pas. On fait petit périmètre par petit périmètre. On priorise les périmètres, ce que j'ai déjà pu vous dire. Moi je dis souvent ça quand j'accompagne pour les organismes pour la qualité de données, je dis il vaut mieux un petit vélo qui fonctionne qu'une Ferrari qui ne fonctionne pas. Et
l'exemple, il est très simple et on va vite le comprendre lorsque je vais vous expliquer ça. C'est, moi je vous l'ai dit à plusieurs reprises, le dispositif, ce n'est pas uniquement j'ai vérifié, j'ai fait des contrôles, c'est un ensemble de documentation, un ensemble d'outils, une cartographie des flux, un dictionnaire de données, un référentiel des contrôles, des résultats des contrôles, une méthodologie, des pilotes, qui vont faire le dispositif de qualité des données. Eh bien, tous ces outils, ils doivent se parler. La cartographie des flux doit parler à la dictionnaire des données, doit parler au référentiel des contrôles. Si on a du mal à faire le lien entre les contrôles qui sont réalisés et les positionner sur la cartographie des flux, eh bien, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, vu que ces 3 documents sont assez lourds à produire et assez transverses, il vaut mieux prendre un petit périmètre où on va faire toute la documentation pour pouvoir la mettre en place. Alors, combien de temps ça prend ? Encore une fois, ça va dépendre de votre carto des flux. Plus il y a de flux, plus il y a de documents. Plus les données qui sont utilisées pour le calcul des prévisions techniques ou pour le calcul réglementaire sont nombreuses, plus ça prend du temps. Donc là, c'est très difficile, ça va dépendre de chacun des organismes. Alors, qu'est-ce que je peux… alors, une fois qu'on a dit ça, on a un point qui est important, c'est le contrôle interne. Quel est le rôle du contrôle interne lié avec la qualité des données ? Souvent, son rôle, il est presque absent. Or, c'est un processus, c'est un dispositif. La question se pose, est-ce que c'est un processus, un dispositif, la qualité des données ? Nous, on voit ça un peu comme un dispositif. Et puisque c'est un dispositif, ça doit interagir avec le contrôle interne. C'est un dispositif de contrôle. Donc, ça doit être matérialisé dans le dispositif de contrôle interne. Et donc, documenté de la même façon. Je vois trop souvent de cartographie des risques qui ne prennent pas en compte la problématique de qualité des données. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Le contrôle interne doit être en lien avec le pilote qualité des données. Et c'est donc un dispositif à auditer, évidemment. Évidemment, c'est un dispositif à auditer. Moi, on fait de plus en plus d'audits sur ce dispositif. Merci pour cette précision. Alors, l'autre point que j'aime bien dire, c'est en fait, vous gagnez du temps en faisant… en fait, vous gagnez du temps en faisant la qualité de données. Moi, on avait fait un webinaire au mois de juin avec le cabinet Levo, qui est très spécialisé sur le sujet, avec qui on travaille sur ces problématiques-là, sur les problématiques de fast close. En fait, lorsqu'on fait cette réflexion autour d'une accélération des délais de clôture et donc du coup de l'amélioration des processus pour qu'on arrive à une production rapide des comptes, eh bien, on va réfléchir à la pertinence de l'information, on va réfléchir à la fiabilité des données, donc on va réfléchir à la qualité des données. Et donc, ces dispositifs de qualité des données que vous allez mettre en place, ils vont aussi vous permettre, parfois, et vous allez vous rendre compte, en tout cas, prenez ce réflexe-là en disant « Ah, mais du coup, puisque cette donnée-là, finalement, avant, il y avait tant d'itérations qui étaient faites, eh bien, peut-être qu'on peut accélérer les délais de clôture. » Les plans de remédiation, j'en ai parlé, il faut les automatiser, il faut les documenter, il faut que ce soit court dans le temps. Alors, il y avait une question, comment on fait pour que ce soit court dans le temps ? Il faut mettre suffisamment de moyens. C'est qu'une question de moyens. Et ça, c'est pour ça que l'on pense que pour qu'il y ait suffisamment de moyens, il faut qu'il y ait une décision qui soit faite à un moment donné par un sponsor, une personne qui a le moyen, qui a le pouvoir au sein de l'organisme de donner les moyens suffisants pour ce plan de remédiation. Pour ce qui est, et ça, encore une fois, je le redis, pour que ce soit efficient, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit défini dans la politique écrite qualité de données. Il faut que, dès la politique écrite de qualité de données, vous réfléchissiez à qui va choisir le plan de remédiation, qui a suffisamment de poids pour être sponsor de la remédiation. Alors, dernier point, avant de conclure et de répondre à vos questions, c'est la cybersécurité. J'ai mis un peu de côté en disant la CPR l'a mis de côté. Il ne faut pas du tout le mettre de côté. Et d'ailleurs, toutes les entreprises se rendent compte que c'est un sujet d'actualité assez fort.
il faut juste le prendre à part entière. Près de 80% des entreprises ont constaté au moins une cyberattaque en 2019. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a des recommandations qui sont faites. Il y a une nouvelle guideline, un peu comme en 2015, la CPR l'avait fait pour la qualité des données. Ils ont donné leurs exigences en termes de cyberattaque. Alors demain, est-ce que ça va devenir un dispositif de prévention? Très certainement. Ça va devenir un dispositif à part entière. Donc, il faudra mettre des audits en place pour vérifier que ce dispositif de cyberattaque, ce dispositif de contrôle des attaques cyber soit mis en place. Voilà ce que je peux vous dire, voilà ce que je peux vous mettre sur la cybersécurité. Alors, je finis juste pour vous conclure et pour vous dire que les sujets sont nombreux, c'est un sujet passionnant, nous on adore la qualité de données, donc on serait ravis d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra échanger des recommandations de la CPR, on pourra échanger comment on fait pour traiter les données externes et on pourra échanger sur comment on fait pour mettre une bonne comitologie, etc. Comment on fait pour prioriser les choses. En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, on est ravis d'avoir échangé avec vous. Alors, il est 11h02, j'ai 2 minutes de retard. Donc, voilà, je remercie tous vos participants. Vous étiez plus d'une centaine de participants. Donc, voilà, merci vraiment pour tout. Et encore une fois, n'hésitez pas à échanger, à nous appeler si vous avez des questions. Alors, ceux qui partent peuvent partir. Évidemment, nous, on reste. S'il y a des questions, on va continuer à faire ce jeu de questions-réponses, mais pour ceux qui avaient prévu 1 heure, eh bien, la présentation est finie. Alors, une des questions qui avait été posée, c'est peut-on même utiliser les outils de contrôle interne pour y référencer, y saisir les résultats des évaluations utilisées dans le tableau de bord? Zut, ça a bugué. Pardon, je n'ai pas la fin de la question. Un tableau de bord de ces outils. Évidemment, c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien qui doit être fait entre le contrôle interne et la qualité de données. Si des contrôles étaient déjà mis en place et déjà référencés dans le contrôle interne, ça veut dire que vous ne partez pas de zéro sur la qualité de données. Mais personne ne part de zéro de la qualité de données, en fait, quand on va réfléchir et quand on se lance sur un projet. Et donc, évidemment, nous, on a bien ces éléments qui sont à considérer comme des outils, comme des éléments pertinents pour la qualité de données. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, beaucoup de remerciements et je vous remercie pour tout ça. Alors, il y a une question pratique qui est: allons-nous recevoir la documentation? Évidemment, pas de problème, on vous enverra la présentation et on vous enverra l'enregistrement de ce webinaire. Alors, il y a une autre question, c'est comment faire des exigences de la qualité de données un levier d'optimisation des DSI des assureurs? Bien, moi j'ai essayé de le dire, c'est une bonne question, je vous remercie. Moi j'ai essayé de le dire dans la présentation, Mage aussi, en disant les plans de remédiation, réfléchissez-y pour que ce soit automatisé, pour que du coup il y ait une réflexion qui soit faite sur pour optimiser le système d'information. Et c'est là où on pense que parfois c'est mieux d'avoir quelqu'un qui n'est pas actuaire pour pouvoir être pilote de ce dispositif de qualité de données. C'est qu'en effet, ce pilote qui ne va pas être actuaire ne va pas prendre des décisions en disant bon, c'est pas grave, je vais retraiter moi-même la donnée. Un pilote, il aura une vision plus transverse et il va dire il faut que cette donnée corrigée, correcte, retraitée, soit disponible pour tous. Et donc, il faut qu'elle soit dans les systèmes d'information. Et si on arrive à passer ce message, eh bien, je pense que ça peut être pertinent. Il y a d'autres questions. Sur les dictionnaires de données, est-ce que le schéma de la base de données peut remplacer? Alors, est-ce que le schéma de la base de données… Je n'ai pas compris la question, pardon. Est-ce qu'on a avez-vous des exemples de contrôles ACPR qui se sont mal passés? Alors, on a des exemples de contrôles, effectivement, où l'ACPR arrive et elle voit qu'il
il y a une politique qui est qui n'est pas conséquente, enfin, qui n'est pas très volumineuse, elle n'intègre pas assez d'éléments, qu'il n'y a pas de dictionnaire de données ou référentiel de contrôle, il est absent. En tout cas, les contrôles ne sont pas formalisés. Des fois, ils sont faits, mais pas formalisés. Donc, la CPR, généralement, elle va faire des enfin, elle va faire des remarques, elle va adresser pas mal de remarques là-dessus, et il faudra répondre avec un plan d'action, et elle passe généralement 6 mois plus tard, pour voir 1 an plus tard, pour voir si tout a été mis en œuvre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, et alors là, je vous donne un peu le secret qu'on a vu à plusieurs reprises. Moi, je l'ai vu 2-3 reprises, ça. Deux exemples de contrôle ACPR qui ont intégré un élément de qualité de données. Et les 2 éléments, le dispositif n'était pas assez documenté, n'était pas assez robuste. Eh bien, à chaque fois, la CPR a eu le même schéma, c'est qu'elle a dit, mais qu'allez-vous faire pour faire ça? Et donc, elle a un peu piloté, pas piloté, mais en tout cas, échangé sur les plans de remédiation qui étaient faits. Et si elle considère que c'était trop manuel, des retours d'expérience, c'est qu'ils ont préconisé des automatisations, des industrialisations, et par contre, ils nous ont demandé de s'engager sur un délai. Et là, on retrouve sur la question qui a été posée en disant comment on fait pour optimiser, pour raccourcir les délais de remédiation. La CPR, en tout cas, a bien compris que c'était une des problématiques parce qu'elle ne va jamais taper la première fois. Elle va demander un plan de remédiation, une industrialisation, et elle va vérifier que c'est bien mis en place dans les temps et que donc, du coup, l'organisme met les moyens suffisants pour pouvoir répondre à ces problématiques de qualité de données. Alors, on ne répond pas toujours avec des systèmes d'information, mais c'est un des éléments que je peux vous donner. Alors, est-ce qu'on peut dire que parmi les critères d'évaluation de la qualité de données, c'est le temps de traitement mis pour aboutir à la donnée finale? Tout à fait. Ça résume un petit peu ce que je peux vous dire en disant les itérations que l'on a pour pouvoir obtenir une donnée satisfaisante pour pouvoir faire les éléments. Plus c'est long, plus c'est compliqué, plus c'est que la donnée n'est peut-être pas au bon format, disponible avec les bons outils, suffisamment facile à collecter, agrégé en amont. Tous ces éléments-là, ça peut être un des éléments. Tout à fait, c'est bien résumé. Je vous remercie. Il y a une bonne question de gouvernance, on dit quand des compagnies ont un responsable qualité de données, à qui est-il rattaché en général dans l'organisation? Le responsable qualité de données, il est rattaché au comité de qualité de données. Et donc, en fait, son objectif, il sort de son rôle. On va dire qu'il peut être, comme on a dit, ça peut être un actuaire ou ça peut être quelqu'un de la DSI ou MOA. Mais dans son rôle précis de responsable de qualité de données, il reporte au comité de qualité de données. Comité de qualité de données qui, lui, peut reporter au comité d'audit ou à d'autres comités. La plupart du temps, ils vont sûrement reporter à des comités d'audit, comités des risques. Et donc, il ne revient pas en fait à son rattachement à son poste principal. OK. Bon, il y a beaucoup de questions. Hein. Déjà, je vous remercie. C'est parfait. Nous, on essaie de donner nos réponses en tant que cabinet de conseil. Évidemment, chacun des organismes a sa propre organisation. Ça se trouve, ça marche très bien. Nous, on essaie de donner un peu comment on préconise de le faire. On l'a fait, on a mis en place des dispositifs. C'est comme ça qu'on essaie de le faire de façon pragmatique. Ce n'est pas la seule réponse, évidemment. Je me permets juste ce petit aparté. Parce que là, il y a une question qui est j'utilise le terme propriétaire de la donnée au sein de mon entreprise pour identifier le responsable du contrôle qui me rapporte le contrôle. Ce n'est donc pas le délégataire de gestion, mais le responsable de service. Est-ce un abus de langage de ma part? Non, encore une fois, c'est non. On ne va pas… Enfin, comment expliquer? Nous, on dit le propriétaire de la donnée doit être la personne qui va fournir la donnée. Là, vous dites, moi, le propriétaire, c'est celui qui a fait le contrôle. À la rigueur, ce n'est pas très grave, c'est juste une question de sémantique. Le point important, c'est que s'il y a une anomalie, ce ne soit pas la personne qui a fait le contrôle qui fait la correction, c'est le fournisseur de la donnée. C'est le fournisseur de données qui doit faire la correction. Sinon,
il y a une problématique. Et c'est pour ça que nous, on appelle le fournisseur le propriétaire, pour qu'il se sente responsabilisé. Mais après, que ce soit le contrôleur, la personne qui fait le contrôle que vous appelez propriétaire au sein de l'organisme, je crois que c'est une question de sémantique et ce n'est pas très important. Le point pour moi crucial, c'est celui que je vous ai précisé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, en tout cas j'ai essayé. On va répondre. Dans le tableau de bord, est-ce qu'il faut mettre tous les contrôles qui ont été définis en amont dans la politique de données ou bien il faut mettre que les contrôles pertinents? Alors, dans le tableau de bord, et encore une fois, comme il a dit Liansem, ce qu'on trouve qui marche bien, effectivement, c'est de ne pas mettre l'exhaustivité des contrôles qui sont dans le référentiel de contrôle, mais de synthétiser le résultat de ces contrôles. Donc, de dire pour un périmètre donné, combien de contrôles ont été OK, combien étaient KO, combien de contrôles on a pu passer sur les données prioritaires. Est-ce que, du coup, il y a eu combien de pourcentage de contrôles qui leur ont été appliqués? Et je pense que c'est cette vision-là, en fait, qui va intéresser le comité des qualités de données et la gouvernance. Après, s'il y a effectivement des contrôles sensibles qui ont été en KO et qui vont engendrer une sensibilité sur le résultat final, il peut être intéressant de les détailler parce que d'ailleurs, ils vont donner lieu à un plan de remédiation. Alors, il y a une autre question qui me met à défaut, je suis désolé. J'avais promis de répondre sur le seuil des contrôles de qualité de données. Si je n'ai pas répondu, je m'en excuse. Normalement, on y répond lorsqu'on présente les critères. Alors, moi, je vous ai dit les itérations, mais à un moment, je vous dis aussi, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, est-ce que ça a un impact sur le résultat? En règle générale, ce que l'on voit, et ça me paraît relativement assez pertinent, ce n'est pas le nombre d'erreurs, ce n'est pas que le nombre d'erreurs, plutôt, ce n'est pas que le nombre d'éléments, c'est aussi l'impact qu'il y a sur le calcul de la provision technique ou le calcul du SCR ou le calcul du bilan économique. Donc, en général, c'est la sensibilisation ou la sensibilité d'une donnée sur les éléments. Si c'est une donnée qui est prioritaire et que j'ai eu 50 itérations, j'ai un problème de disponibilité de la donnée. Et donc, j'ai un problème sur une donnée qui est prioritaire et qui, du coup, a un impact très significatif. Mais voilà, en général, c'est comme ça qu'on met en avant les seuils de contrôle. C'est en fonction des sensibilités que ça aura sur le résultat. Dans une cartographie des risques SI, peut-on intégrer la qualité des données dans le processus de classification des données ou faut-il faire un processus à part? Alors, bonne question. La cartographie des risques SI, peut-on intégrer la qualité des données dans le processus de classification des données? Alors, je n'ai pas très bien compris, mais si c'est la classification, vous parlez de priorisation ou d'utilisation de la donnée. Pour moi, une cartographie qualité des données, cartographie SI, est-ce que l'on peut dire que ça soit… Ah, c'est une bonne question. Alors, je comprends mieux la question, pardon. Ce n'est pas un process, la qualité des données, de ce que nous, on y répond. Alors, c'est philosophique, hein, c'est un dispositif. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais pas. De temps en temps, on appelle ça un process parce que c'est tout au long du cycle de vie, mais c'est un dispositif. Alors, du coup, en général, c'est dans les éléments de maîtrise plutôt que dans les risques en tant que tels. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Là, encore une fois, ça dépend des sociétés, ça dépend des niveaux, ça dépend de comment on va le faire. Alors, c'est un processus d'amélioration continue, oui, mais qui va s'appliquer à tellement de choses que finalement, il va s'appliquer au processus de calcul des provisions techniques, qui va s'appliquer au calcul calcul des bilans économiques, qui va s'appliquer au processus du calcul des SCR, qui va s'appliquer au processus de génération des QRT. Et donc, du coup, c'est difficile si on le met en tant que processus.
Mais ça vraiment, encore une fois, ça dépend des organismes. C'est philosophique. Et là, alors, franchement, si vous voulez échanger, moi, je serais ravi, parce que je me suis pris, enfin, je me suis beaucoup posé la question sur ces éléments-là. C'est mes éléments de réponse. Après, je sais que c'est pas si clair que ça, et c'est pas toujours répondu comme ça dans chacun des organismes. Alors, il vaut mieux instaurer une culture de qualité de données à tous les niveaux de la société sur l'obligation de saisir exhaustivement et correctement les données. Merde. Au niveau des applicatifs, il vaut mieux instaurer une culture de la qualité de données à tous les niveaux de la société sur l'obligation de saisir exhaustivement et correctement les niveaux à tout niveau des applicatifs. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de retraitement manuel, il faut que les applicatifs qui sont fournisseurs de la donnée soient corrects. Et il ne faut pas qu'il y ait de retraitement au sein de chaque service. C'est ce qu'on dit en disant que la remédiation doit être faite pour le fournisseur. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été donnée. Est-ce que le contrôle interne qui appartient au dispositif de qualité de données et la qualité de données qui entre dans le dispositif de contrôle interne? Alors, est-ce le contrôle interne qui appartient au dispositif de qualité de données ou c'est la qualité de données qui entre dans le dispositif de contrôle interne en tant que deuxième ligne de contrôle? Pour moi, c'est le deuxième. Pour moi. Mais encore une fois, chacun a sa vision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre le contrôle interne et la qualité des données. Je ne sais pas si j'ai répondu. Là, je vous ai répondu ma vision d'un point de vue ce qu'on nous on préconise. Après, ça va dépendre des organismes. Encore, moi, ça m'est arrivé de voir des organismes où c'était plus adapté que ce soit l'inverse, parce qu'il y avait une organisation qui était spécifique et qui, du coup, ça se matérialisait bien comme ça. Mais après, voilà, chacun a ces éléments. J'ai parlé vite. En général, c'est quand le sujet me passionne, donc je m'en excuse. Voilà, encore une fois, on en est ravis d'échanger. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, moi, on est toujours disponible pour en discuter. Alors, il y a une petite dernière, je pense que ce soit la dernière question. Après, encore une fois, hein, appelez-nous, changez, envoyez-nous des mails, on serait ravis d'échanger en direct avec vous. Alors, le dispositif de qualité des données sur les données externes peut-il s'appuyer uniquement sur un sign-off du fournisseur des données ou faut-il prévoir un certain contrôle de cohérence et autres? Non, ça ne peut pas être uniquement un sign-off. Parce que ça doit être ça peut pas être bon. Alors ce que nous on préconise, c'est que dans le protocole, mais je rentre en détail par rapport à ce qu'on a dit, dans le protocole qu'on vous a préconisé de mettre en place avec tous vos partenaires, eh bien, il y a un formalisme de données, une fréquence de données, enfin tous les critères que l'on veut et que l'on a définis dans le dictionnaire des données, et que une exigence de qualité, que les contrôles sont réalisés en interne et que lorsqu'il y a des anomalies, que ce soit le fournisseur qui corrige la donnée et qu'on regarde bien s'il y a eu des problématiques d'itération et que lorsque on fait cette fameuse réunion de post-mortem, on est capable de dire pour tel gestionnaire, j'ai fait tel contrôle, il y a tant de contrôles qui ne sont pas passés, il y a eu tant d'itérations, il y a eu tant de délais pour pouvoir avoir la donnée, il y a donc un problème de qualité de données par rapport à ce gestionnaire. C'est comme ça que nous on préconise. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais c'est de façon pragmatique ce que je peux vous dire. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, j'espère à très bientôt. Il y a un côté frustrant parce que du coup, il n'y a que moi qui ai parlé. Alors, et donc, du coup, j'aurais aimé échanger avec vous. Moi, j'aime bien échanger. Donc, c'est un côté un peu frustrant. Enfin, on était avec Maj. On vous a présenté de façon unilatérale notre vision. On a essayé, par ce jeu de discussion, de chat, de répondre à vos questions. Mais voilà, si vous avez des éléments de discussion à avoir, moi, je serais vraiment ravi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.
et à très bientôt.